C'est une scène inédite qui s'est produite aujourd'hui au Conseil métropolitain. Regardez sur ces images au moment du vote sur le changement de statut du Citral. L'ensemble de l'opposition a quitté l'hémicycle. Les explications de Lauriane Pellaou. Un marchand de tapis, voilà comment l'opposition a qualifié Bruno Bernard lors d'une matinée très tendue au Conseil métropolitain. En cause, le nombre de sièges accordés, 3 ou 4 aux élus d'opposition dans le conseil d'administration du nouveau Citral, qui s'appellera désormais l'AOM, l'autorité organisatrice des mobilités. Pour rappel, dans la configuration actuelle, l'opposition occupe 7 places sur 23 et représente près de 40% des habitants de la métropole. Tous ont donc refusé de participer au vote en dénonçant une mascarade. Écoutez. C'est une forme de mascarade, c'est un déni de démocratie et c'est pas à la hauteur de la métropole et c'est pas à la hauteur des enjeux de la métropole. Nous n'allons pas au Citral pour faire de la politique politicienne, mais pour essayer d'avancer sur les mobilités. Et nous verrons que dans quelques mois, Bruno Bernard sera confronté à d'énormes difficultés au sein du Citral parce qu'on ne fait pas avancer les projets uniquement de manière partisane. Et ce qui s'est passé divise aussi les membres de la majorité. Nathalie Perrin-Gilbert, par exemple, n'a pas voulu voter sur la délibération en question. Je pense que dans notre majorité, je fais partie des anciennes, on va dire ça comme ça. Je me permets de vous dire que j'ai rarement vu ce type de séance et j'ai rarement assisté à une telle mascarade. Voilà, je vous le dis avec mes mots, je le pense. Je le regrette pour le fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Sans aucun vote des élus d'opposition, le nouveau conseil d'administration a été adopté à l'unanimité. Et du côté des écologistes, on regrette ce départ et surtout, on dénonce ce coup de com'. Écoutez. On regrette clairement que l'opposition ait décidé de ne pas participer au vote et de ne pas être intégrée au futur Citral. Ils ont décidé de boycotter ce moment de démocratie et on en est bien désolé. Nous, on avait prévu de laisser des places pour l'opposition à chaque groupe de l'opposition pour participer à ce Citral. Ils n'ont pas voulu. Tant pis, on est désolé, mais voilà, on a l'habitude de laisser des places dans tous les organismes extérieurs. C'est dans nos habitudes, mais cette fois-ci, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu se faire remarquer. Ils sont adeptes des coups médiatiques, du buzz. Ils le font à chaque conseil quasiment. Ils ont plus à dire sur la forme que sur le fond. Ça leur déplaît, on ne peut pas voter pour eux. La concertation concernant le réaménagement du quartier de la Guillotière et plus particulièrement celle de la place Gabriel-Péri continue. Aujourd'hui a été adopté le budget. Il s'élève à 2,3 millions d'euros. Une somme qui devrait permettre de nombreux aménagements. Écoutez. Concrètement, améliorer les traversées piétonnes du cours Gambetta. La piétonisation partielle du début de la rue de Marseille, éventuellement, si les habitants le souhaitent, la piétonisation de la rue Moncey et l'apaisement ou la piétonisation de la rue Paul Bert, et puis des aménagements de végétalisation, place Gabriel-Péri, cours Gambetta en enlevant quelques places de stationnement entre la place et le quai du Rhône. Et puis un aménagement devant la Poste aussi, soumis à la concertation. Ce mardi s'ouvrait au tribunal de Lyon le procès d'un double infanticide. 2 fillettes âgées de 3 à 5 ans avaient été retrouvées sans vie dans un appartement de la caserne de gendarmerie de Limonest en juin 2018. C'est la mère qui est sur le banc des accusés et son procès va durer toute la semaine. David Dunal a suivi ce premier jour de procès pour nous. C'est la tête baissée que l'accusée regarde la salle. Elle parle distinctement lorsque le président lui donne la parole. Son ex-mari, au premier rang, la regarde fermement lorsqu'elle s'exprime. Jamila El Roufi, 41 ans, est donc jugée pour l'assassinat présumé de ses 2 fillettes en 2018. Des faits que l'accusée a toujours contestés ce matin encore. Elle a été interrogée sur son parcours et certaines incohérences dans ses déclarations. Elle est accrochée par le président sur son CV et des diplômes qu'elle prétend avoir. Vous enjolivez les choses, lui demande-t-il. Non, rétorque-t-elle en expliquant avec détermination et précision son parcours. Elle a parfois des échanges directs avec le président. Elle fond en larmes lorsque son avocat la questionne sur sa relation avec son père. Elle dit avoir reçu des coups étant plus jeune, 19 hématomes constatés par un médecin. Dans l'après-midi, c'est un autre échange qui marque les débats. Un échange vif entre l'avocat de la défense qui s'interroge
sur des contenants non analysés, sur des traces de sang ou de vomi, sur un doudou qui ne sont pas non plus analysés et sur des draps qui ne sont pas non plus analysés. Réponse du directeur d'enquête: à partir du moment où les analyses toxicologiques des corps n'ont rien montré, l'enquête et les prélèvements ne sont pas allés plus loin. La décision de la cour d'assises est attendue pour vendredi. Pour soulager et désengorger l'hôpital Édouard Herriot, la clinique privée Natessia, qui est située juste à côté, a décidé d'ouvrir 10 lits de médecine et un service de consultation non programmé. Un reportage de Jérémy Pain et Mélanie Ferreira. Alors bonjour, je suis le docteur Lounis. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Cette habitante de Villeurbanne n'a pas de médecin traitant dans la région. Elle s'est tournée vers la clinique Natessia pour obtenir un rendez-vous. Je recherchais un médecin et en fait je suis très prise par le travail et les cours. Et j'ai trouvé ici parce que tout simplement ils sont ouverts très tard. Mon rendez-vous je l'ai pris hier pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment très rapide par rapport à ce qu'on peut trouver généralement. Depuis novembre, la clinique, connue pour sa maternité, a ouvert un service de consultation non programmée et d'urgence mineure. Le service possède déjà un vif succès. Chaque jour, 2 médecins réalisent une 60aine de consultations. On a commencé par la médecine générale, la petite traumatologie, mais vu la demande et dans ce contexte, la 5e vague, on fait aussi les tests antigéniques, anti-Covid, et puis la vaccination anti-Covid. Né en juin 2020, le partenariat public-privé se poursuit par ailleurs dans une volonté de participer à l'effort collectif en ces temps de reprise de l'épidémie de Covid. L'hôpital public a de gros problèmes de personnel, nous aussi, et on va devoir gérer ça ensemble au mieux pour arriver à ce qu'on puisse être au service des patients non Covid, qui attendent depuis très longtemps maintenant pour certains d'être opérés. On ouvre d'ailleurs aussi nos blocs opératoires au public, puisque des chirurgiens qui n'ont pas de place actuellement à l'hôpital peuvent venir opérer chez nous sur certains créneaux. À partir du 1er janvier, la prise en charge de patients devrait encore augmenter avec la création de nouveaux bureaux de consultation. À Vaux-en-Velin, le secteur médico-psychosocial pour les enfants est en crise. AESH, orthophonistes, places dans des instituts médico-éducatifs. Les places manquent et les parents se retrouvent sans solution pour leurs enfants. Un reportage de Lola Colomba. Devant la mairie de Vaux-en-Velin, 50 personnes dénoncent le manque de professionnels du secteur psycho-médico-social pour les enfants de la commune. On avait constaté qu'il y avait au moins 200 enfants qui étaient en attente de place chez les orthophonistes. On a aussi pas loin de 200 enfants qui auraient besoin d'un suivi en CMP. Depuis 2019, il n'y avait plus aucun enfant qui n'était accueilli. Une situation difficile à vivre pour les parents d'élèves. Quand mon enfant est rentré en CP, au bout de 2 mois, l'enseignante nous a alertés en disant qu'il avait des difficultés d'apprentissage et qu'il fallait aller voir un orthophoniste. On s'est inscrit sur les listes d'attente de plusieurs cabinets. Au bout d'1 an, on n'avait toujours pas de rendez-vous malgré les relances. Et du coup, on était de plus en plus inquiets parce que du coup, il décrochait en classe et on ne comprenait pas si c'était de la mauvaise volonté. Pour faire face à ces besoins urgents, le centre hospitalier du Vinatier a créé une plateforme pour orienter les demandes. Dans son établissement, Benjamin Lacour affirme avoir accompagné 5 familles dans leur démarche. Prendre contact par téléphone, puis après recevoir un dossier de 16 pages par mail qu'il faut qu'ils impriment, alors que la plupart n'ont pas d'ordinateur et d'imprimante, puis qu'ils remplissent un dossier de 16 pages, qu'ils le scannent, qu'ils le renvoient par mail. Tout ça déjà c'est très bloquant. Pour l'instant, on n'a aucune prise en charge qui a effectivement démarré depuis que cette plateforme a commencé. Le collectif demande notamment d'améliorer la prévention dès la petite enfance. Et pour finir ce journal, la nouvelle pelouse du Groupama Stadium est en train d'être installée. Regardez sur ces images. Après avoir attrapé une maladie, elle était très dégradée. Il était donc nécessaire de la changer. Il faudra 6 jours pour l'installer. Le prochain match face à Metz le 22 décembre prochain se fera donc sur un terrain flambant neuf.